Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 11 avril 2023, lors d'un classique au détail autour du Marquis de Sade et de son livre Les infortunes de la vertu, et plus précisément des pages 163 à 165, de Dans la situation où vous êtes jusqu'à Des éloges ou des critiques de l'édition Folio. Bonne écoute. Bonsoir, alors bienvenue à la librairie Ombre Blanche pour cette énième séance des classiques au détail. Je vois qu'on est quand même un certain nombre à avoir réussi à traverser les absences de métro, de train, l'émeute, le trouble, etc. Pour arriver donc pour cette rencontre sur donc un classique français bien connu, puisque donc le principe de ces rencontres, c'est de prendre un texte littéraire français entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et là, on a pris un des auteurs les plus connus, bien qu'il ne soit pas étudié à l'école en général, le Marquis de Sade, et peut-être même de moins en moins étudié à l'école. Et donc, on a pris le passage d'un des textes les plus célèbres, mais on va y revenir, du Marquis de Sade, qui est Les infortunes de la vertu. Tout le monde est un peu frétillant. On s'est dit, on va faire ça. Ça change un peu de certains autres auteurs qu'on a pu voir, comme de Piis ou autres, mais on aura ensuite d'autres écrivains libertins, on verra, mais un peu différents dans la suite des semaines. Alors, sur le Marquis de Sade, pour dire quelques mots, le Marquis de Sade est un des rares personnages de la littérature française qui a donné son nom à, disons, une sorte de catégorie, voilà, le sadisme. Alors, il y en a un autre au XVIIIe siècle, qui est Marivaux, qui a donné son nom au marivaudage. Mais il n'y a pas de voltairisme, il n'y a pas vraiment quelque chose comme du beaumarchisme ou même du hugolisme, voilà, mais il y a du sadisme, du sadique, etc. Et quand on cherche effectivement sur Internet Sade, on ne tombe pas directement sur le Marquis de Sade, on tombe sur une société de distribution des eaux qui s'appelle la Sade, on tombe sur une chanteuse ou un groupe qui s'appelle Sade, on trouve sur tout un tas de sites plus ou moins intéressants qui nous amènent du côté du Cap d'Agde ou ailleurs. Et l'autre jour, quand on était avec l'équipe de Radio à Sexy Center, où nous faisions une exploration sur place fondamentale, vous savez qu'on fait beaucoup d'émissions de radio sur les villes de Toulouse, et donc on s'est dit l'autre jour, il faut aller à un endroit important, assez d'églises, assez de places, assez même de place Pinel, allons au Sexy Center. Et on est allé passer l'après-midi à Sexy Center, et là, il y avait partout écrit sadisme et tout ça. Bon, on s'est fourni rapidement de quelques objets, et on est reparti pour manger au restaurant chinois qui était à côté, voilà. Et d'ailleurs, l'équipe de Radio le soir était à Douai-de-Garonne, où c'était beaucoup plus radical apparemment qu'à Sexy Center, semble-t-il. Et donc, Sade est un nom bien connu, qui circule un peu partout, mais tout le monde n'a pas lu nécessairement les romans de Sade, et pendant longtemps, on ne les a pas lus, mais on en a entendu parler, et on a raconté beaucoup d'histoires à son sujet, et on sait bien que si on fait une biographie de Sade, ou même de Madame Sade, il y a Madame de Sade, il y a l'occasion de faire des films, des livres, etc., et d'attirer le public. Et donc, on voit qu'en dépit donc, des grèves et de tout ce que l'on veut, on vient ici à Ombre Blanche, qui est un lieu qui n'est pas très SM nécessairement, mais tout de même. Alors, le Marquis de Sade, effectivement, est un homme qui a vécu véritablement. Et je peux même vous apporter une preuve tout à fait extraordinaire, enfin un signe très particulier de la vie du Marquis de Sade, c'est ceci. Ceci vient directement d'un endroit où les pieds de Sade, tout petits, sont passés dessus. Alors, vous savez que Marcel Proust expliquait qu'il ne fallait pas avoir de fétichisme de la littérature et des grands écrivains, et qu'en particulier, il se moque beaucoup de la grand-mère du narrateur, plus ou moins sa grand-mère, qui se rend tous les ans sur les lieux où Madame de Sévigné a été. Rien n'est plus ridicule à ses yeux que d'aller à l'endroit où Madame de Sévigné a été. Ça n'a pas empêché ensuite, évidemment, un certain nombre de gens, même de Toulouse parfois, d'aller à l'endroit où Marcel Proust a été, de se photographier dans la chambre de Marcel Proust, de faire jouer même de la guitare par son propre fils, enfin, pas par le fils de Proust, mais par le fils du Toulousain, dans la chambre de Proust, et de se mettre sur Facebook en disant j'y étais, j'y suis, vous avez vu, je suis beau. Mais donc ici, c'est quelque chose de plus important. Ça vient d'un des personnages les plus intéressants de la ville de Toulouse, un personnage qui est lié d'ailleurs avec un autre personnage intéressant dans la ville de Toulouse qui est ici. Et donc ils sont presque en couple, va-t-on dire, puisque donc il y a d'un côté Jacques Mitch, qui est un cinéaste, qui vient de composer un film, on va dire, sur Michel Brun, qui s'appelle Bac pour tous, qui sera redonné, je crois, le premier jour, si je ne me trompe pas, du festival Passons Bac d'abord. Et donc Michel Brun est là, Jacques Mitch, qui est donc le cinéaste récent de Michel Brun, qui est par ailleurs, lui, l'animateur des Cantas sans filet et de Passons Bac d'abord. Jacques Mitch possède de vastes territoires du côté du Luberon, d'un petit village de Viens. Il est plus ou moins un voisin du Marquis de Sade. Je ne sais pas ce qu'il fait la nuit, mais il est plus ou moins un voisin. Vous savez que le Marquis de Sade
Et c'est un homme qui a vécu du côté du Luberon. Il y a des traces du marquis de Sade et de sa famille un peu partout, puisque le château fondamental des Sade, c'est le château de Lacoste, juste à côté de Beaunieu, qui est devenu un château qui est représenté très souvent dans les romans de Sade. Il y a aussi l'hôtel de Sade, pour ceux qui se rendent à Saint-Rémy-de-Provence et qui vont voir le musée d'archéologie et qui ne passent pas leur journée à boire des Mantalos sur la place principale de Saint-Rémy-de-Provence, on va dans le musée d'archéologie et il s'appelle Hôtel de Sade, c'est la famille de Sade. Mais il y a aussi le château de Saumanne à côté de l'Île-sur-Sorgue, où habitait un grand poète plus récent qui s'appelle René Char, où il a vécu, il chante beaucoup la Sorgue, à côté de laquelle se trouvait une certaine Laure de Nove, qui était la petite amie de Pétrarque, cette petite amie qui représentait dans l'hôtel de la César, et qui était d'ailleurs de la famille du père de Sade. Et donc Saumanne est un château dans lequel le petit Sade a passé son enfance, il est né en 1740, et quand il était petit, il courait sur ses dalles, et donc un ami de Jacques Mitch a récupéré quelques dalles du château, donc, et a bricolé un petit peu tout ça, et c'est arrivé aujourd'hui même, je crois, de Viens et de Saumanne, voilà, en direct, et donc je les fais passer, parce que ceux qui veulent tâter l'endroit où Sade a posé son petit qui joufflu, alors bon, ceux qui veulent simplement les pieds, ils ont les pieds, ceux qui veulent les fesses, ils ont les fesses, voilà. En tout cas, il a joué sur ce calcaire burdigalien, qui est de la région, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui veulent prier Sade, ils peuvent le faire, enfin voilà, ils peuvent ce qu'ils veulent. Donc en effet, Sade est un personnage qui a vécu, il a commencé d'ailleurs par rater un peu sa vie, puisque ses parents avaient décidé de l'appeler Aldonse, et puis on a noté sur les registres Alphonse. Donc il s'appelait Alphonse Donatien, Alphonse Sade. Il appartient à une famille très ancienne de cette région, là, autour du Luberon, de Luberon, enfin il vaut mieux dire, si on est un peu plus snob, on va dire, le Luberon. Et cette famille remonte à des époques extrêmement anciennes, puisque par exemple Laure de Nove appartient, donc l'ami de Pétrarque, appartient à cette famille. Et donc Sade se flatte de descendre de l'ami de Pétrarque, et pour lui c'est vraiment d'une importance tout à fait fondamentale. Son père est à la fois un militaire, un administrateur. Donc, c'est des gens qui comptent vraiment dans la vie de la Provence et de la France du XVIIIe siècle, mais du XVIIe siècle et auparavant. Et donc, ils ont naturellement des châteaux. Et ils pourraient appartenir au Geoffroy à Toulouse sans aucun problème, puisqu'ils ont les châteaux nécessaires. Et donc, ils ont le fameux château de Lacoste, à côté de Beaunieu, qui est quelque peu en ruine et qui appartient maintenant à un grand couturier. Ils avaient le château de Saumanne, ils avaient des hôtels particuliers un peu partout. Donc, il faut imaginer une famille vraiment puissante. Et donc, dans une famille vraiment puissante, quand on s'appelle Sade et qu'on est né en 1740, et bon, on peut imaginer qu'on va vouloir devenir militaire, enfin tout ce que l'on veut dans ce genre, ou éventuellement faire une carrière du côté de l'Église. Alors du côté de l'Église, c'est un peu râpé parce que Sade a un oncle qui est curé, l'abbé de Sade, qui l'élève d'ailleurs dans son enfance. Sade né à Paris, puis descend très vite au château de Saumanne. Là, il y avait l'abbé de Sade qui possédait ce château, qui habitait dedans. L'abbé de Sade était un de ces personnages, comme il y en a pas mal au XVIIIe siècle, quand ils sont curés. Son neveu, donc, Donatien, explique que ce château était très bien parce que c'était pas tellement un couvent, mais un bordel. En effet, l'abbé de Sade était un libertin, bon, qui entretenait 4 garces, selon les propos de son neveu, dans le château même. Donc, on a quelques origines. Donc, il était assez bien formé à l'ambiguïté du catholicisme, voilà, d'entrée de jeu. Donc, il n'a jamais eu vraiment l'intention de devenir prêtre, ayant été formé par des gens de ce genre. Ce personnage, d'ailleurs, l'abbé de Sade, était non seulement une sorte de libertin, mais aussi un homme voltairien, cultivé, savant et tout, qui a, disons, introduit le jeune marquis de Sade dans les directions les plus diverses de la culture de l'époque. Le marquis de Sade avait du tempérament et il avait beaucoup de succès auprès des dames. Il s'est amouraché d'une certaine dame de Loris. Loris est un petit village, enfin voilà, très, très joli, du Luberon, à 4 km de Lomarin. Et là, une jeune femme s'éprend de lui, voilà, et il l'épouse d'ailleurs très rapidement, il est très jeune, et ça va être Madame de Sade qui, en dépit des incartades innombrables de son divin marquis de Marie, sera toujours très amoureuse de son mari, va le protéger, l'aimer, l'adorer, etc. Femme absolument remarquable et qui va lui apporter toutes sortes d'occasions de survivre dans les différentes prisons. Alors, le jeune marquis de Sade est alors on peut pas dire un grand seigneur méchant homme, parce que ça caractérise Don Juan, qui est caractérisé comme grand seigneur méchant homme. C'est un petit seigneur, hein, voilà, c'est pas quand même les milliardaires de l'époque, mais enfin, il a quand même ce qu'il faut comme château. Est-il méchant? Bon, sans doute un peu, donc il donne quelques coups de fouet à quelques dames par-ci par-là, il organise des partouzes un peu partout. Il a quelques seigneurs libertins qui sont de ses amis. La famille, et surtout la belle famille, il trouve qu'il exagère un petit peu, et donc il va passer 30 ans de sa vie en prison, sous les différents régimes, puisque sa belle-mère, en gros, pour l'essentiel, ne trouve pas très bien que sa fille, elle, soit amoureuse de ce type, qui est quand même un drôle de zozo à ses yeux, bien entendu, et elle va le faire mettre dans les prisons successives, avec l'appui de la famille, et comme il ne va pas toujours se comporter très très bien, vous savez ce que c'est la vie, il va aller de prison en prison. On va le trouver à Vincennes, on va le trouver à la Bastille, il va être libéré par la Révolution française. Je passe très rapidement, parce que le récit des prisons de Sade, des entrées
sorties, des moyens. Bon, sa femme lui apporte toute une série de... Elle va à Sexy Center, elle lui apporte des instruments divers et variés, elle essaie de le faire libérer. Enfin voilà, tout ça est magnifique. Elle protège les manuscrits qu'il écrit sans arrêt dans ses prisons. Il est libéré par la Révolution française, vous savez, en 1789. Et puis quand même, comme il exagère un petit peu, de nouveau, bon, l'histoire de mœurs et puis aussi complot politique divers et variés, il se retrouve en prison. Donc il passe les dernières années de sa vie en prison. Donc il meurt en 1814 en prison de nouveau, sous l'Empire, hein, voilà, sous le consulat de l'Empire. Donc c'est un personnage qui passe largement 30 ans de sa vie en prisons différentes et avec l'avantage qu'il va connaître les prisons des différents régimes. Les prisons de la monarchie, les prisons de l'Empire, les prisons du Directoire, voilà. Les prisons à l'époque, c'est pas si mal que ça, surtout quand on a un peu d'argent, parce qu'on peut entrer, sortir, enfin en tout cas on peut faire entrer ou sortir des gens, on peut faire venir des livres, on peut faire venir des filles, on peut avoir des appartements différents. Il suffit de payer. En gros, c'est relativement simple. Donc il ne faut pas imaginer les prisons d'Ancien Régime comme des choses vraiment absolument abominables. D'abord, on ne met pas en prison les gens d'habitude, on met en prison les nobles éventuellement. Voilà. Et là, bon, Marquis de Sade va passer sa vie en prison, il ne va pas beaucoup aimer ça, mais ça va être l'occasion pour lui d'écrire. Alors on peut avoir deux avis sur le Marquis de Sade. Bon, il a été condamné à mort, hein, mais il a réussi évidemment. Comme vous savez, les puissants aujourd'hui, ils sont condamnés à la prison, ils évitent. Là, à l'époque, on est condamné à mort, mais on négocie, on paye. Enfin bon, il réussit à éviter la peine de mort. On le brûle en effigie quand même, hein, je crois, avec Aix-en-Provence. Mais donc, dans la prison, il va écrire. Et on peut se dire que s'il n'avait pas été en prison, merci les prisons successives, il n'aurait probablement pas écrit tout ça. Il aurait fait un certain nombre de partouzes, etc. Il aurait fouetté un certain nombre de personnes, enfin tout ce qu'on veut dans ce genre. Il aurait été au centre naturiste d'Agde où il aurait eu une carte de réduction à Sexy Center, mais on n'aurait pas l'œuvre. Alors, l'œuvre est tout à fait étonnante. Cette œuvre, elle est immédiatement à la fois célèbre, connue, interdite, lue sous le manteau, apparaissant, disparaissant, faisant scandale. Il y a là quelque chose d'absolument singulier dans la littérature française. C'est un auteur dont on parle, dont on se méfie, qu'on emprisonne et qu'on lit sous le manteau, que tout le monde connaît un petit peu. Par exemple, plus tard, Baudelaire utilise beaucoup les œuvres du Marquis de Sade, Edgar Allan Poe, etc., bien d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, on hésite en quelque façon avec le Marquis de Sade. Quand il a été question de le mettre en Pléiade, il est en Pléiade maintenant. Sade en Pléiade, bon, d'accord, Malraux peut-être, oui, mais Saint-Jean-de-Père si on veut, mais le Marquis de Sade, tout de même, ça coince un petit peu. Je me souviens de ma surprise une année les premières années où j'enseignais du côté de Nantes, j'ai vu arriver une jeune lycéenne dont le professeur, pendant toute l'année, n'avait fait étudier à ses élèves que le Marquis de Sade, et donc elle avait une liste de bac avec uniquement des textes du Marquis de Sade. Bon, j'avoue que quel que soit mon libertinage et tout ce qu'on veut, j'étais un peu choqué, étonné de devoir faire expliquer à cette jeune fille qui était très gentille des textes qui étaient bien plus curieux que ceux qu'on va regarder maintenant. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est très connu, qui est au centre de l'histoire littéraire française, européenne et on va dire mondiale. Dans le monde entier, on parle de Sade, mais de quelque manière, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Qu'est-ce qu'on peut en faire véritablement? De ce point de vue, c'est pas demain que Sade va entrer au Panthéon. Enfin, je pense que si quelqu'un se risquait à vouloir faire entrer au Panthéon, il y aurait des problèmes. Évidemment, il n'est pas été à l'Académie française, il n'aurait pas eu le prix Goncourt qui n'existait pas à l'époque, mais maintenant, voilà. Et on voit bien aussi que l'histoire de Sade est liée avec l'évolution des mœurs et des révolutions intellectuelles. En gros, si j'avais fait une conférence, une rencontre sur Sade, je sais pas, à la librairie Ombre-Blanche, qui n'existait pas à ce moment-là, vers 1950, on aurait vu la police débarquer, voilà, et il serait passé des choses. Au contraire, dans les années 75-14, on aurait dit, tiens, encore un type qui fait le Marquis de Sade, c'est génial, comme d'habitude. On aurait vu 2-3 personnages plus ou moins à poil qui seraient apparus, etc. On aurait dit, bon, c'est comme ça. On sodomise des canards à la cave poésie, on fait le Marquis de Sade à Ombre-Blanche, tout va bien, on l'étudie à la fac. Il y a eu donc un grand moment Sade, grand retour de Sade autour de Philippe Sollers et plein d'autres, voilà, plein de livres, de colloques, etc. Et puis maintenant, évidemment, Sade, c'est un peu le retrait, c'est le reflux. Hein. Je lisais un article il y a quelques jours dans un journal où on disait que Picasso c'était pire que Sade ou comme Sade. C'était pas un éloge, hein. Voilà, c'était bon, on trouvait que Picasso apparemment il a fait quelques trucs avec certaines dames qui sont un peu sadiens, voilà. Et donc c'était plutôt reprochant. Et donc la dame expliquait que Picasso découpait les femmes sur les tableaux, mais que sans doute il les découpait un peu ou il révélait les fantasmait un petit peu, comme le Marquis de Sade. Et donc c'était pas du tout un éloge. Alors que sous la plume de Philippe Sollers, par exemple, qui m'en est très vieux, mais on va dire un grand écrivain des années 60, 70, enfin très représentatif de ce moment-là, bien sûr. Et bien au contraire, évidemment, le Marquis de Sade, c'est extrêmement révolutionnaire, c'est ce qu'il faut lire, c'est ce qui est subversif, ce qui est décalé absolument. Et quand Barthes fait un livre qui s'appelle Sade, Fourier, Loyola, donc il rapproche le Marquis de Sade, Fourier, donc un utopiste du 19e siècle, et le jésuite Ignace de Loyola, bien il sait ce qu'il fait, il voit là-dedans
dedans 3 grands personnages radicaux, voilà, très différents. Un socialiste utopiste, on va dire, un fondateur de l'ordre des Jésuites, et puis le marquis de Sade. Tout ça, il les met ensemble, et on trouve ça très bien, très intéressant. Ça serait moins bien vu aujourd'hui. Et si j'allais du côté de l'éducation nationale en disant que je fais étudier le marquis de Sade, même en classe préparatoire littéraire en Cagne, je passerais pour un drôle de type. Bien entendu, il n'y a plus qu'à Ombre Blanche où on peut encore tranquillement parler de Sade. Et donc, effectivement, Sade, ça s'en va et ça revient, vous savez, comme dans la chanson de Claude François. Ce n'est pas un petit rien, en revanche, c'est dans ce moment où on le reprend, donc c'est une sorte de temps de reflux par rapport à Marquis de Sade. On va dire qu'aux États-Unis, Sade est très mal vu, alors que ça a été extrêmement bien vu, au contraire, dans les années 70, etc. Maintenant, avec le wokisme, vous imaginez, enfin bon, voilà. Tout ça est honteux, scandaleux et tout et tout. Alors, un des grands livres du Marquis de Sade, c'est effectivement Les Infortunes de la Vertu. Alors, ce livre est intéressant à bien des titres. C'est un livre que Sade a écrit 3 fois, au moins 3 fois. Et la version qu'on a là, dans cette édition folio, c'est la version numéro 1 qui avait disparu. Donc en 1787, il est à la Bastille. Ça va bien d'être à la Bastille parce que c'était une des prisons les plus confortables de l'époque. Enfin, si vous aviez une prison à choisir à l'époque, la Bastille, c'était très bien. D'ailleurs, quand la Révolution française est lue, il n'y avait quasiment personne parce que c'était cher, tout simplement, d'être à la Bastille. On pouvait avoir des serviteurs, des prostituées, une bibliothèque, enfin, c'était pas mal. Voilà. Donc il était à la Bastille et il venait d'écrire Les 120 journées de Sodome, vous savez, qui a donné lieu à un film. Donc il ne faut pas du tout imaginer que Sade commence par des roman un peu doux, un peu gentil, puis après s'il s'excite un petit peu. Non, c'est plus compliqué que ça, la chronologie de Sade. Et donc, au début de l'été 1787, en 16 jours, il écrit un conte philosophique qui s'appelle Justine, les infortunes de la vertu. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Donc, c'est un conte philosophique, donc le modèle, c'est par exemple Voltaire, c'est-à-dire un conte, un texte assez court, relativement simple dans l'intrigue, et qui prétend démontrer une thèse. Voilà une thèse que tout le monde peut après comprendre. Candide, en effet, l'emblème du conte philosophique. Il y a des gens qui croient qu'on peut être optimiste, Leibniz, surtout Wolff. Et puis moi, je vais vous montrer que chaque fois qu'un type croit à l'optimisme, il se prend un coup sur la tête, et c'est le personnage de Candide. Alors l'idée est relativement simple. De la première version du texte, j'imagine 2 sœurs. Il y en a une qui s'appelle Juliette, l'autre qui s'appelle Justine. Elles sont toutes les 2 assez charmantes. Il y en a une qui est très pure, qui est très blonde, très claire, etc. Elle est parfaite. Elle est d'une vertu absolue. Et l'autre, s'apprête à être une coquine. Enfin, voilà, elle est prête à tout. Voilà. Le malheur des temps fait qu'elle perde leurs parents. Et donc, elle va être envoyée dans la vie, très jeune. Et donc, Juliette commence immédiatement à être prostituée, enfin tout ça, voilà. Et tout va bien pour elle, puisque donc très vite les hommes lui donnent de l'argent, elle accumule de l'argent, elle est reconnue, enfin voilà. Elle s'appelle Madame Lorsange, et donc elle a beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes, beaucoup de pouvoir, enfin c'est très bien. Donc c'est vraiment une horreur, Enfin, elle trompe tout le monde, elle trahit tout le monde, enfin elle est extrêmement méchante en général. Mais donc tout va bien pour elle. Quant à l'autre, qui est Justine, qui est très pure et très douce, et très gentille et très jolie, et qui est d'une grande vertu, tout va mal pour elle. Tout va très très mal pour elle. Chaque fois qu'elle veut pas se faire quelque chose, il lui arrive un malheur. Donc elle monte sur un pont, hop, le pont s'effondre, elle tombe dans la rivière, voilà. Si elle passe dans une église pour aller prier, poum, au mieux, l'église s'effondre sur elle, elle se prend des coups. Et quand elle va avoir quelques moines dont elle peut espérer qu'ils vont l'aider, ce sont des pervers absolus. Et à la fin du roman, au moment où enfin elle semble sauvée de la situation, apparemment, crac, elle se prend la foudre sur la tête et elle meurt. Voilà. Bon, donc Dieu lui-même. Voilà. Donc quelques actions bonne qu'elle fasse, elle tombe sur des salopards, des pervers, des méchants, des affreux, des abominables, ou même la nature est pareille, ou Dieu, la foudre, est exactement pareil. Et donc le conte philosophique tend à démontrer, si on peut dire démontrer, l'idée suivante que, eh bien, c'est pas parce qu'on est vertueux que ça va bien se finir, voilà, et c'est pas parce qu'on est méchant que ça va mal se finir, au contraire. Et donc on a l'inverse du film de gauche subventionné par le Conseil général ou régional, vous voyez à peu près ce genre, voilà, qui nous explique que bon, voilà, en étant gentil, etc. Voilà, on peut, voilà, là c'est le contraire, c'est renversement par rapport, disons, aux idées, disons, de la philosophie des Lumières, qui est certes une idée de la rationalité, mais aussi une certaine idée de la morale. Et donc, il faut s'accorder avec la nature qui est censée être bonne. L'homme est naturellement bon. Rousseau, on voit ses thèmes, voilà. Et puis, au bout du compte, bon, même si Candide n'a pas beaucoup de chance, c'est quand même plutôt sympathique. À la fin, ça finit plutôt bien. Il cultive son jardin. Et donc, il y a toute une série de romans d'éducation, de contes d'éducation, qui visent à nous dire la chance, c'est plutôt du côté du petit chaperon rouge qui est gentil que du côté du loup qui est méchant. C'est pas le cas au XVIIe siècle. Vous avez remarqué que chez La Fontaine ou chez Perrault, à la fin, la cigale ne reçoit pas une indemnité, la caisse de solidarité des chômeurs ne vient pas l'aider, voilà, elle finit massacrée par la fourmi, et à la fin du petit chaperon rouge, il n'y a pas l'abbé Pierre qui arrive pour dire « Coucou, je viens vous aider, pimpon, pimpon ». Non, le petit chaperon rouge, il finit, il est croqué. Voilà. Bon, c'est que dans les versions ultérieures qu'on imagine que des chasseurs le ressuscitent. Donc Sade reprend une tradition assez ancienne où la littérature est
cruel éventuellement. Mais lui, il fait une sorte de renversement. Il n'est pas du côté de La Fontaine ou de Perrault ou d'autres. Il fait un renversement par rapport à une idée philosophique liée à celle du progrès et à l'idée d'une sorte de bonté de l'homme, bonté qui serait contredite par la société. L'idée que les socialistes vont reprendre à leur tour au XIXe siècle, l'idée selon laquelle l'homme n'est pas bon, l'homme est plutôt généralement méchant, mais aussi la nature n'est pas bonne. Et si Dieu il existe, il est aussi méchant. Voilà. Et donc la vertu, loin d'être récompensée, est souvent punie. Et inversement, le vice est souvent récompensé. Donc une sorte d'observation extrêmement négative, qui est beaucoup plus négative qu'encore que celle qu'on trouve chez La Fontaine, La Rochefoucauld, Pascal ou un certain nombre d'autres. Donc c'est une architecture relativement élémentaire et qui au fond n'est pas d'un intérêt si phénoménal que ça. On se dit c'est juste le retournement d'une thèse qui mise à l'envers. On avait cette thèse qui était déjà présente chez quelqu'un comme Molière dans la pièce Don Juan, où on a ce grand seigneur méchant homme, mais à la fin, quand même, il est puni. Voilà, on peut espérer en tout cas qu'il est puni et qu'il ne ressuscite pas d'entre les morts rapidement. C'est un grand seigneur méchant homme, un peu sadien, mais Sade pousse la thèse exactement à l'inverse. Donc c'est un texte qui se met dans le paysage du XVIIIe siècle, mais aussi, on va dire, d'un grand XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, en tant qu'il aura des conséquences dans le XIXe siècle et jusqu'à nous. C'est-à-dire que pour Victor Hugo, par exemple, au bout du compte, Cosette est très gentille, elle souffre beaucoup, c'est à cause de la société, c'est affreux, les conditions sociales, mais quand même, elle ne rencontre pas des types aussi salopards que ce qu'on rencontre dans les romans de Sade. Et finalement, Jean Valjean, à travers ses épreuves, ça va vers le bien, malgré tout. Il y a une chance, vous savez, une formulation de Victor Hugo, chaque homme dans sa nuit marche vers la lumière. Et bien donc il y a bien la nuit de ce monde, la nuit terrible, mais il y a quand même une lumière qui est au bout du compte celle de Dieu, celle peut-être de Victor Hugo lui-même. Donc il y a une sorte d'espérance, la fleur, l'étoile, quelque chose comme ça. Chez le marquis de Sade, le ciel vous foudroie et vous rencontrez un moine, il vous viole, terminé. Voilà, les choses sont relativement simples. Et puis Madame de Lorsange, c'est la seule, la plus salope des salopes, qui a une sorte de gentillesse à l'égard de sa sœur à un certain moment, qui l'accueille un petit peu. Et c'est donc Justine va donc raconter à ce moment-là, puisqu'elle retrouve à leur songe qu'il a un tout petit peu, sa vie. Et l'essentiel du roman est à la première personne. Justine va raconter sa vie. Mais elle va le raconter en s'appelant Juliette, puisque donc pour éviter d'être un peu trop embêtée par-ci par-là, elle avait inventé au début de sa vie de s'appeler non pas Justine, mais Juliette. Et donc dans le texte qui est là, on s'adresse effectivement à Juliette. Donc c'est un récit à la première personne, et le marquis de Sade va le réécrire. Parce que le problème qu'il rencontre en écrivant ce texte à la première personne, qu'il ne publie pas, qui reste sous forme de manuscrit, et qui est retrouvé par Apollinaire au début du XXe siècle, et qui va être publié sous ce titre qui est Les Infortunes de la Vertu. Ce texte-là présente un peu un inconvénient, c'est que pour l'essentiel, il est à la première personne. Donc il y a une difficulté, c'est que puisque Justine ou Juliette ou Sophie est très gentille et très vertueuse, elle ne peut pas dire, disons de manière directe, les choses trop crues, puisque donc elle est pure. Si elle disait tous les mots les plus crus que l'on peut trouver ici ou là dans les romans les plus crus, on ne croirait pas qu'elle soit autre chose que crue. Voilà, on ne croirait pas qu'elle est si pure. Donc le principe romanesque de la chose, c'est que en dépit du fait qu'elle passe par les horreurs les plus horribles, elle reste toujours pure. Voilà. Et donc de nouveau, ça recommence. Et donc il y a quelque chose d'assez humoristique, c'est qu'elle passe par les pires dépravations, mais évidemment, elle n'est jamais dépravée. Elle continue à parler toujours le même langage absolument élégant qu'on va trouver tout à l'heure, et elle fait parler des personnages de manière avec des périphrases superbes. Sade n'est pas tout à fait content de ce texte-là. En 1791, alors qu'il vient de voir la Révolution, il va être un révolutionnaire, bien entendu. Il va être la confrérie, enfin le club des piques. Voilà, il veut décapiter tout le monde, lui-même presque, les aristocrates. Mais comme il n'est pas si méchant que ça, il va être accusé de modérantisme. Et le modérantisme, c'est les macronistes de l'époque. C'est les gens qui sont un peu entre les deux. Les piques, c'était un peu plus radical. Donc il est en prison. Voilà. Et donc en 1791, on n'est pas encore dans le moment de la terreur, qui va pas mal exalter Sade, qui par ailleurs se balade aussi un petit peu en Italie, il va regarder le Vésuve. Il aime bien le Vésuve parce que ça bouillonne, éruption, érection, tout ce que vous voulez. Et donc en 1791, il republie ce livre sous le titre de Justine ou les malheurs, non plus les infortunes, mais les malheurs de la vertu. Du coup, il est nettement plus cru dans les mots. Les mots grossiers sont là, plus radicaux dans les expériences, et il va le recomposer encore, et ça veut dire la nouvelle Justine. Alors là c'est vraiment ultra porno, avec des mots extrêmement crus. Il va changer le système narratif, et donc on va oublier que Justine, Sophie, est en fait pure. Là, elle perd toute pureté, elle devient orgiaque dans les mots même. Voilà. Et donc c'est une œuvre, comme il y en a plusieurs en littérature, qui est écrite, réécrite et réécrite. Il reprend son texte plusieurs fois. Alors, on
va dire, bon, c'est un côté obsessionnel, mais c'est aussi un work in progress, véritablement. Il reprend un truc et il le recommence. On le connaît, j'ai évoqué tout à l'heure en peinture, Picasso, il reprend plusieurs fois les mêmes tableaux, les mêmes thèmes, parfois les thèmes qui viennent de peintres très antérieurs, et il va le retransformer. On évoquait tout à l'heure Jean-Sébastien Bach. Alors évidemment, Bach n'est pas sadique, le moins du monde, il vit un peu avant le marquis de Sade. Lui, ce n'est pas du tout un libertin, rien de tel, mais il suffit d'aller au Cantate sans fil et Wire pour s'entendre qu'il prend des thèmes, il les reprend, il les modifie, il les varie, il les amplifie, il les améliore, ou les détériore, enfin comme on veut, il en fait autre chose. Et donc, c'est des œuvres qui reviennent sur elles-mêmes sans arrêt et qui reprennent. Donc, ce n'est pas des auteurs d'une seule œuvre, il y a des auteurs d'une seule œuvre. Sur Delors de Laclos, par exemple, avec les liaisons dangereuses, il y a une seule œuvre. À côté, il y a rien. Enfin, le reste n'est pas de la littérature. C'est un traité sur le boulet creux, un traité sur l'éducation des femmes qui est très intéressant, et un article sur la numérotation des rues de Paris. Et puis, à côté, il y a un chef-d'œuvre. Mais il ne le reprend pas, il ne le refait pas, il n'ajoute rien, pas un mot. Il le fait, il va au lit, il recommence, et il vient commander la place militaire de Toulouse en 1792. Il faut savoir que quand Sade écrit la deuxième version de Justine, Chaudeau de Laclos est le commandant de la place militaire de Toulouse ici. Ce que les Toulousains ne savent pas, il n'y a même pas de rue Laclos à Toulouse. Enfin, tout ça est scandaleux. Il n'y a pas de rue poubelle, il n'y a rien du tout. Enfin bon, voilà, il n'y a rien du tout. Effectivement, il y a des écrivains d'une seule œuvre ou d'une œuvre qui recommence toujours un peu à l'identique. Il y a des écrivains qui recassent leur œuvre, et des peintres et des musiciens qui en font autre chose. Sade est typiquement de ce genre-là. Il est plus ou moins insaisissable. Annie Lebrun avait fait un livre magnifique qui s'appelait Sade, le bloc d'abîme. C'est effectivement quelque chose comme un bloc d'abîme, mais en même temps, ça va pas très bien parce que c'est un truc qui explose en même temps de tous les côtés. Alors là, le texte qu'on va regarder est un extrait de la première version, celle qu'a remise au goût du jour Apollinaire, qui n'est pas simplement le poète du Pont Mirabeau, de ces textes merveilleux d'alcool, mais qui est aussi, bon, d'abord c'est aussi un grand libertin, il faut lire la lettre à Loup et tout cela, bien sûr, c'est aussi un grand combattant de la guerre de 14, un grand poète de la guerre de 14, mais c'est aussi un grand redécouvreur des textes bizarres et souvent érotiques, voire pornographiques, du XVIIe, XVIe siècle. Donc il lance une collection et il fait sortir toute une série de textes de Cyrano de Bergerac, de Pierre Corneille Blessebois, de Sade et bien d'autres. Lui-même écrit des textes pornographiques. Et donc Apollinaire n'est pas simplement l'écrivain du Pont Mirabeau, de cette poésie extrêmement belle, magnifique, voilà, mais aussi d'autres œuvres. Et c'est aussi un auteur qui édite beaucoup de choses. Et c'est important au début du XXe siècle. Et donc c'est lui un des grands redécouvreurs de Sade, à la fois parce qu'il va l'imiter dans ses écrits. Vous savez, les 11 mythes vierges, il y a aussi les 11 mythes verges, mais les 11 mythes verges, c'est Apollinaire, les 11 mythes vierges, c'est ailleurs, voilà. Et donc, c'est à Apollinaire qu'on doit ce texte, qu'on aura découvrir de ce texte et de quelques autres textes, un peu de même farine. Alors, dans ce texte-là, donc, écrit pour l'essentiel, sauf le début, à la première personne, donc est un récit où Justine revient sur sa propre vie et raconte les événements. Donc, il lui arrive toute une série de malheurs. Donc, elle est attaquée par toute une série de gens qui la pillent, qui la violent, etc. Mais quand on arrive aux environs de la page 163, miracle, elle est toujours vierge. C'est pas mal. Heureusement, ou malheureusement, comme on veut, elle va prier chez des moines parce que la difficulté est très grande. Et donc, comme elle est très religieuse, elle va chez des moines et donc elle espère que Dieu va l'aider un petit peu. Mais là, malheureusement, heureusement pour le récit, ces moines sont des coquins, et en particulier donc, un certain Raphaël qui va l'entraîner plus ou moins dans les caves du couvent. Et là, elle va se retrouver emprisonnée avec un certain nombre d'autres filles, c'est très organisé, avec un certain nombre de moines. Et là, on va en trouver 3, je crois. Il y a Jérôme, Raphaël et Antonin, je crois, voilà, qui ont des noms bien ecclésiaux, qui se proposent de lui faire subir toute une série de tourments, de viols et compagnie, à elle ainsi qu'aux autres femmes qui sont là. Donc, ils ont une équipe dont l'une s'appelle Omphale, par exemple, très jolie, et ils ont plusieurs tours. Et donc, ils organisent le système de manière extrêmement efficace. Il y a plusieurs tours, il y a des endroits où les femmes diverses se sont réparties. Bon, ils les fouettent, ils les violent, etc. Et de temps en temps, elles disparaissent, on ne sait pas très bien où. Elles sont un peu inquiètes parce que, évidemment, elles disparaissent, elles ne reviennent jamais, celles qui disparaissent. Mais on ne sait pas pourquoi elles disparaissent, on ne sait pas où elles vont. Alors, il y en a qui disparaissent au bout de 15 jours, il y en a qui disparaissent au bout de 10 ans, il y en a une qui est là depuis 50 ans, apparemment. Par ailleurs, il faut bien se dire que le monastère en question, les moines se succèdent. C'est-à-dire que ça fait longtemps que ça dure, il n'y a pas aucune raison que ça change. Ils sont d'ailleurs parfaitement protégés par les évêques et compagnie, tout le monde est au courant, tout va très bien. Donc, ils ne sont pas du tout inquiets. De temps en temps, ils font des messes qui ont l'air vraiment d'être des messes. Donc, il y a quelques dévots qui viennent. Et eux, ils ont leur activité extrêmement régulière. D'ailleurs, ils s'ennuient parfois. Ça les embête un peu parce que c'est toujours la même chose. Parce que violer des femmes tous les jours, enfin, etc. Bon, il faut quand même se dire que bon, au bout d'un moment, c'est un autre travail quand même. Voilà. Ils se plaignent de ça. Voilà. Ils aimeraient bien
bien voyager, faire d'autres choses. Ils sont eux-mêmes enfermés dans le truc dans lequel ils sont. Ils se connaissent entre eux. Et donc, on est au début de l'introduction de cette preuve Justine et Sophie. Et donc, elle est reçue par Raphaël, qui va immédiatement la présenter à son club de pin-up, qui sont évidemment toutes plus ou moins nues. Et il y a les moines qui sont autour, et il lui fait un discours. Et ce qu'on va lire, c'est un petit peu le début de ce discours. Très beau discours tenu par Raphaël. Donc, on est dans un monastère qui est plus ou moins un château, qui est peut-être un peu plus le château de Lacoste aussi, quelque chose comme ça. On est enfermé, on est dans un désert, on ne sait pas très bien où on est. Pour l'instant, au début, Sophie est à la fois vierge et habillée. Vous écoutez Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 11 avril 2023, lors d'un classique au détail consacré au livre du Marquis de Sade, Les infortunes de la vertu. Dans la situation où vous êtes, Sophie, comment espéreriez-vous de vous défendre ? Jetez les yeux sur l'abandon dans lequel vous êtes dans le monde. De votre propre aveu, il ne vous reste ni parents ni amis. Voyez votre situation dans un désert hors de tout secours, ignoré de toute la terre, entre les mains de 4 libertins qui, bien sûrement, n'ont pas envie de vous épargner. À qui donc aurez-vous recours ? Sera-ce à Dieu que vous veniez implorer avec tant de zèle ? Et qui profite de cette ferveur pour vous précipiter un peu plus sûrement dans le piège. Vous voyez donc qu'il n'est aucune puissance ni humaine ni divine qui puisse parvenir à vous retirer de nos mains, qu'il n'y a ni dans la classe des choses possibles, ni dans celle des miracles, aucune sorte de moyen qui puisse réussir à vous faire conserver plus longtemps cette vertu dont vous êtes si fier, qui puisse enfin vous empêcher de devenir dans tous les sens et de toutes les manières imaginables la proie des excès impurs auxquels nous allons nous abandonner. Tous les 4 avec vous. Déshabillez-vous donc, Sophie, et que la résignation la plus entière puisse vous mériter des bontés de notre part, qui seront à l'instant remplacées par les traitements les plus durs et les plus ignominieux, si vous ne vous soumettez pas. Traitements qui ne feront que nous irriter davantage, sans vous mettre à l'abri de notre intempérance et de nos brutalités. Je ne sentais que trop que ce terrible discours ne me laissait aucune ressource. Mais n'eussé-je pas été coupable de ne point employer celle que m'indiquait mon cœur et que me faisait encore la nature ? Je me jette aux pieds de Raphaël, j'emploie toutes les forces de mon âme pour le supplier de ne pas abuser de mon état, les larmes les plus amères viennent inonder ses genoux, et tout ce que mon âme peut me dicter de plus pathétique, j'ose l'essayer en pleurant, mais je ne savais pas encore que les larmes ont un attrait de plus aux yeux du crime et de la débauche. J'ignorais que tout ce que j'essayais pour émouvoir ces monstres ne devait réussir qu'à les enflammer. Raphaël se lève en fureur. « Prenez cette gueuse, Antonin !» dit-il en fronçant le sourcil, et en la mettant nue un instant sous nos yeux, « apprenez-lui que ce n'est pas chez des hommes comme nous que la compassion peut avoir des droits. » Antonin me saisit d'un bras sec et nerveux, et entremêlant ses propos et ses actions de jurements effroyables, en 2 minutes, il fait sauter mes vêtements et me met nu aux yeux de l'assemblée. « Ah, voilà une belle créature, dit Jérôme, que le couvent m'écrase si depuis 30 ans j'en ai vu une plus belle. » Un moment, dit le gardien, mettons un peu de règle à nos procédés. Vous connaissez, mes amis, nos formules de réception, qu'elles les subissent toutes sans accepter aucune, que pendant ce temps-là, ces 3 autres femmes se tiennent autour de nous pour prévenir les besoins et pour nous exciter. Aussitôt, un cercle se forme, on me place au milieu, et là, pendant plus de 2 heures, je suis examiné, considéré, palpé par ces 4 libertins, éprouvant tour à tour de chacun ou des éloges ou des critiques. Alors, Roland Barthes, qui est un critique célèbre, parlait de la beauté grammaticale du Marquis de Sade. Alors évidemment, c'est une grande beauté grammaticale. Toutes ces phrases pourraient servir d'exemple pour un livre de grammaire française excellent, pour faire des versions latines, bien entendu, voilà. Même pour des manuels de théologie, si on voulait, bien entendu. Voilà. C'est tellement bien dit, tellement parfait. Et donc, on a quelque chose de tout à fait étrange, qui sont des discours qui sont tenus, discours de Raphaël, mais aussi discours de Jérôme, plus court, et puis discours du gardien.
Tous ces gens parlent très très bien. Certes, il y en a un Antonin, qui émet quelques grognements. Apparemment, c'est la brute épaisse du quartier, mais à part celui-là qui grogne, qui est un peu l'ours des Pyrénées ou des Alpes, je ne sais pas où, tous les autres sont d'excellents orateurs, manifestement cultivés, et nourris évidemment de théologie. Ce sont des moines, il n'y a aucun problème, on est bien là. Et donc on est dans une situation un peu étrange, qui rappelle un peu d'ailleurs celle de la fable de la cigale à la fourmi de La Fontaine. Vous savez, donc, il y a une cigale qui vient demander un peu l'aumône à une fourmi, et la fourmi pourrait très bien se jeter sur la cigale et la bouffer tout de suite, rapidement. Mais on voit bien que le plaisir de la fourmi, c'est de faire un discours, de poser des questions, et à la fin de dire quelque chose de très amusant, pour elle en tout cas, et pour nous éventuellement, eh bien, danser maintenant. Très drôle, très bien, très bien amené, bravo. Voilà. Et donc, le plaisir de la fourmi n'est pas simplement de voir mourir la cigale, mais de bien dire devant elle qu'elle va le regarder en train de mourir. Et donc, il y a une sorte, là aussi, de beauté grammaticale, un plaisir du langage, un plaisir du discours. Et donc, on est très loin, évidemment, de ce qu'on appelle la vraisemblance habituelle, en tout cas chez le marquis de Sade. Parce qu'on voit tous les jours, dans la dépêche ou ailleurs, que les dames se font tourmenter, violer, massacrer, des joggeuses, par des hommes qui les rencontrent le long, je ne sais pas, de la Rigole, de la Montagne Noire, ou le long de la prairie des filtres, peu importe. Il est rare, cependant, qu'on nous précise que ces messieurs qui ont violé, coupé en morceaux des dames, parfois plus ou moins blondes, mais pas nécessairement, qui faisaient du jogging, leur aient fait de longs discours appuyés de références théologiques avant d'exécuter quelque chose. En général, on apprend, d'après les témoignages qu'on a, qu'ils se sont jetés plus ou moins sur elles, les ont poignardées, violées, ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, on sent bien qu'on est dans une construction fictive qui et philosophique, en ce sens que Raphaël et les autres vont présenter leurs argumentations et que le lecteur a le spectacle, ou l'audition, comme on veut, de cette argumentation. On est donc dans quelque chose qui est une rhétorique. On n'est pas dans l'émotion immédiate. On va dire, pour revenir un petit peu à Jean-Sébastien Bach, puisqu'on n'est pas tout à fait à la même époque, mais un petit peu, on pourrait très bien se dire « j'aime Dieu, je suis foudroyé », voilà. Mais dans une cantate, avec filet ou sans filet, eh bien, ça dure 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. On a assez rapidement compris. Mais le plaisir, effectivement, de l'auditeur, c'est d'entendre les variations très longues sur l'enthousiasme que l'on a pour Dieu, la douleur que l'on a de la mort, la mélancolie que l'on a de la mort du Christ, ou quelque chose de ce genre. Cela amène des variations considérables qui sont un peu étranges parce qu'on a compris. Mais non, la littérature ou la musique va déployer à l'infini des formes qui nous rentrent en fait en délectation, mais aussi, on va dire, en civilisation. Et ça, c'est le paradoxe, c'est qu'à l'instant même de la barbarie qui se prépare, on a un texte écrit, civilisé, argumenté, appuyé par ce fameux Raphaël. Et bien sûr, Raphaël ne s'appelle pas Raphaël pour rien. On sait bien qu'il y a un ange dans la Bible qui s'appelle Raphaël, bien sûr. Il y a bien sûr Saint Antoine et des Antonins, bien sûr. Et quant à Saint Jérôme, c'est le fondateur, un des pères de l'Église les plus fondamentaux. Voilà, il y a plein de livres sur Saint Jérôme en Italie. Donc on a non seulement des moines, alors les moines, on va en reparler un petit peu, mais ce sont des moines théologiens. Voilà. Et on va trouver, sous le discours de Raphaël, tranquillement les pensées de Pascal. Voilà, il a lu Pascal, il connaît très bien, il maîtrise un petit peu les choses. Et par anticipation, va-t-on dire, il a déjà lu Sartre. Il a déjà lu Sartre, dont vous savez, une série d'ouvrages s'appelle Situation. Et donc, effectivement, le Raphaël, qui n'a pas lu Sartre malgré tout, mais enfin bon, par anticipation, il peut l'avoir lu un petit peu, il parle effectivement de situation. Alors, je vais insister un peu sur ce mot situation qui apparaît 2 fois au début du texte. Beaucoup de mots apparaissent plusieurs fois. Dans la situation, vous voyez, voici, vous voyez, situation. Sartre aime beaucoup ce terme-là, Sartre et non pas Sade, parce qu'en effet, il invite les êtres humains à considérer non pas le rapport qu'ils ont à Dieu ou au diable, à droite ou à gauche, mais leur situation. Nous sommes en situation, en supposant, dans une France en 2023, avec des grèves dans les librairies Ombre Blanche, dans la ville de Toulouse, avec notre âge, nos corps, nos maladies, etc. Et Sartre nous invite à réfléchir objectivement, de manière matérialiste, sur cette situation. Cette situation, on va voir autour de nous ce qui se passe. La situation pendant la guerre, la situation à d'autres moments. Situation, on va voir, très important. Et donc, effectivement, c'est un mot de philosophe, c'est le philosophe Sartre, mais c'est aussi un mot de philosophe matérialiste du XVIIIe siècle également. La situation, c'est ce qu'on va examiner véritablement. Mais c'est aussi une question que se posent effectivement des gens comme Pascal. Pascal est une des racines,
des philosophies matérialistes, bien qu'il soit lui-même très religieux. Vous avez tous regardé un petit peu les pensées de Pascal, et dans les pensées de Pascal, vous avez des passages comme ça, que l'homme considère sa situation, dans l'univers. Et alors, dans l'univers, l'homme n'est pas grand-chose. Et donc, il est confronté à l'infini de grandeur. Mais si maintenant il regarde sa situation vers en bas, il y a aussi en bas des petites petites, des cirons, des atomes. Voilà. Le mot atome n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, mais enfin des choses infinitésimales. Et donc l'homme est entre deux infinis, il est presque rien, il est presque tout, comme on veut, il se balance, il ne sait rien, et là, dans cet infini absolument angoissant, où il n'est rien, où en même temps on pourrait dire qu'il est tout, il n'a qu'à trembler. C'est terrifiant cette situation. Et donc Pascal lui dit, eh bien, pense à Dieu, convertis-toi, tourne vers l'essentiel, à l'aveugle en réalité, et confiance dans cela même. Et donc il y a quelque chose de très ancien, et qui se prolonge curieusement sur Sartre, cette notion de situation, c'est-à-dire on va regarder la situation de l'homme, je suis entre l'infini de grandeur, l'infini de petitesse, je suis en 1942, la France est occupée, prenons en compte cette situation, regardons cela, et là, quelqu'un qui est un philosophe, un professeur, un conseiller, peu importe, pas quelqu'un qui fait un examen de conscience, c'est encore autre chose. L'examen de conscience, c'est vous êtes coupable, vous savez bien que vous êtes coupable, regardez bien. Non, c'est autre chose ici, il n'est pas question de culpabilité, pas question de la culpabilité de Sophie ou de Justine, vous êtes simplement dans une situation qui est difficile. Et donc, le père Raphaël va lui dire, eh bien, regardez, soyez lucide, soyez vraiment comme on doit l'être en bonne philosophe. Regardez la situation, il n'y a aucune possibilité pour vous. Voilà le point. Évidemment, ça dépasse immédiatement la question de Justine, Sophie, enfermée entre quatre moines libertins. C'est, pour nous, important. Par exemple, si j'étais un peu l'équivalent du père Raphaël, je dirais, considérez cette situation. Vous êtes dans la librairie Ombre Blanche, au début du mois d'avril, vous allez bientôt mourir, moi aussi d'ailleurs. Vous n'aurez pas de métro ce soir, voilà. Le gouvernement est ce qu'il est. Poutine avance à droite et à gauche, enfin, ce que vous voulez. Enfin voilà. Je vous montrerai que, vous allez mourir, d'ailleurs moi aussi, que c'est pas très intéressant ce qu'on est en train de vous raconter, que ça peut durer toute la nuit, enfin le type parlait, voilà, qu'il n'est pas sûr que vous n'ayez pas un caillou qui vous tombe sur la tête en sortant un petit peu de sous là. Donc je vous préviendrai que de toute façon, c'est fini. Dans 30 ans ou 40 ans, ici à peu près, pour quelques-uns, dans 50 ans peut-être, nous sommes tous morts. Cela, c'est un avertissement. Ça s'appelle un memento mori en latin. Je t'avertis que tu vas mourir. Je t'avertis que ta situation, c'est d'être ici, là. Je t'avertis que tu es dans une situation politique, Sartre, économique, Sartre, ou théologique, enfin métaphysique, Pascal. Et là, je t'avertis, toi, que tu es dans une situation où tu es prisonnière. Et donc, cette question de la prison dans laquelle est cette jeune femme, ce n'est pas simplement la prison du Marquis de Sade, lui-même, il fait l'expérience de la prison, mais c'est la condition même de l'être humain. Pas simplement une jeune femme, cette jeune femme, mais nous-mêmes. Vous avez une formulation de Malraux qui dit « la condition humaine est une prison ». C'est pour ça que le texte de Raphaël résonne avec ça, parce qu'effectivement, ce qu'il dit a un intérêt, on va dire romanesque, un peu pervers, un peu excitant, tout ce qu'on peut avoir dans ce genre. Mais en même temps, ça résonne par-delà la situation qui est là. C'est qu'effectivement, nous sommes tous, non pas Charlie, mais nous sommes tous Juliette. Nous sommes tous peut-être pris par 4 libertins, 5, 6, 7, 8, 10, etc. Des gens qui nous dominent et dans lesquels on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pleurer, prier Dieu, se soumettre, adhérer à la France insoumise, si vous voulez. Mais non, ça ne change rien. De toute façon, voilà. C'est exactement pareil du point de vue du Marin Raphaël. Donc, on a un texte qui est un texte, un élément de récit, dans des situations particulières. Il y a 4 moines, un en particulier, qui tiennent une jeune femme, Justine, Sophie. Mais ce texte-là est tellement écrit, est tellement en résonance avec des questions philosophiques et théologiques, que ça devient effectivement un texte qui dépasse la situation qui est là. Et du coup, ce texte absolument tragique est en même temps absolument comique. Et quand on le lit, on est pris par un sentiment d'horreur, quelque part, d'inquiétude, c'est du roman noir. Mais en même temps, on se dit, mais c'est vrai, c'est exactement comme ça. Alors c'est drôle quelque part, vous savez, un peu comme les textes de De Vos, par exemple le plaisir des sens. Vous êtes pris dans un rond-point, d'accord, ça tourne sans arrêt, vous voulez en sortir et sans arrêt, voilà. Alors, c'est affreux, parce que bon, mais on sait bien que ça nous arrive tout le temps. On est tous pris dans des ronds-points, on ne peut pas en sortir. Voilà, c'est abominable comme situation, et en même temps c'est très drôle. Enfin, la mort c'est très drôle aussi. Enfin voilà, et en même temps que c'est pas drôle du tout. Donc dans la situation où vous êtes, Sophie,
prénom est bien choisi. Sophie, c'est la sagesse, c'est Sainte Sophie, enfin c'est tout ça, voilà. Et ça vient jouer avec Justine, la justesse, bien sûr, voilà, la justice. Et Justine était le nom que Sade donnait dans le château de Lacoste à une certaine Catherine, auquel il donnait quelques fessées par-ci par-là. Et donc il avait des souvenirs de Justine. Et donc Sophie, c'est un jeu, hein, évidemment, sur la sagesse. Et donc dans la situation où vous êtes, Sophie. Et ça sonne bien. Situation où vous êtes, Sophie. Comment espéreriez-vous de vous défendre? Conditionnel. Espéreriez-vous? Alors, vous savez que l'espérance est une vertu fondamentale pour le chrétien, d'accord? Dans le pire des espoirs, là, on peut la voir. Et le moine, bien entendu, qui est un moine, et évidemment, les moines ont une histoire littéraire sur laquelle on va revenir dans un instant, vient supprimer la possibilité de l'espérance. Comment espéreriez-vous? Donc, il n'y a rien à espérer, mais comment pourriez-vous espérer éventuellement au conditionnel quelque chose? C'est impossible. Et donc, c'est un moine. Alors, les moines ont une tradition littérature. Alors, il y a deux traditions opposées, évidemment. Il y a une tradition religieuse, catholique, qui fait des moines des gens sages, purs, bons, bien, tout ce que l'on veut dans ce genre. Et il y a 2 jours, on était à l'abbaye d'Incalcate, où il y a tout un tas de livres qui nous montrent les vertus de l'activité monastique, érémitique dans certains sens. Et donc, il y a beaucoup de représentations positive des moines. Très bien. Il y a aussi effectivement toute une littérature, par exemple dans La Fontaine ou Rabelais sont des illustrateurs qui racontent des histoires de contes paillards dans lesquels on nous dit non, les moines, ça va, on a compris. En fait, ils aiment bien s'amuser, ils boivent du bon vin, et le camembert, et les filles, ça leur fait pas peur. Et donc ça, c'est une sorte de retournement carnavalesque de l'image précédente. Les moines, c'est des bons vivants. Au fond, dans les contes de La Fontaine, ils sont très sympathiques. Si vous lisez les contes de La Fontaine, le dernier s'appelle Le Tableau. Alors, c'est pas des moines, c'est des religieuses, c'est un peu pareil. Donc, il y a un jardinier qui va voir les religieuses. Et donc, elles ont très envie de faire golo-golo avec le jardinier. Malheureusement, il n'y a qu'une seule chaise. Il y en a 3 ou 4 qui montent en même temps sur le jardinier et sur la chaise. Du coup, la chaise s'écroule. Et poum, c'est le thème du roman. Trop de religieuses sur le jardinier, ça s'effondre. La nouvelle s'appelle Le Tableau parce que c'est un tableau qui décrit, qui représente les religieuses fessalaires en train de tomber sur la chaise. Voilà. Alors, ça, c'est, disons, le côté carnavalesque. Au XVIIIe siècle, il apparaît une autre idée sur les moines, une idée philosophique qui est très présente chez Voltaire. Les moines ne sont pas simplement soit des saints hommes, soit, on a compris, des saints hommes qui mangent des camemberts et qui draguent les filles. C'est des gens inutiles. Et au fond, c'est des pervers. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. La philosophie du travail de Voltaire, de gens comme ça, c'est donc il faut travailler, s'instruire, répandre le savoir, la connaissance, etc. Et donc les moines, s'ils ne font rien, c'est pas simplement parce qu'ils s'amusent avec les filles. Enfin, ça serait plutôt sympathique, c'est pas grave. Voilà, ils le font, on le sait bien, mais ils ont l'esprit tordu complètement. Ils sont paresseux, pervers, et du coup, ils deviennent effectivement méchants, véritablement. Les moines de La Fontaine ne sont pas méchants. Ils sont juste, ils s'appellent les filles, quoi. Voilà, c'est pas grave. Enfin, ils font comme tout le monde, à part que c'est un peu rigolo parce que c'est des moines ou des religieuses. Mais là arrive une autre idée. Le moine est un danger pour l'ordre social, est un danger pour la morale. Alors Sade va reprendre cette idée, va développer, elle sera continuée par Poe, Baudelaire et bien d'autres. Les moines, c'est évidemment, à ce moment-là, les pervers absolus. Et on voit bien que dans tout le discours contre l'Église catholique, plus ou moins pédophile, ce qui est d'ailleurs parfois vrai, effectivement, il y a tout ce discours. Les moines, c'est pas simplement des rigolos, mais c'est des salopards, des abominations. Sade reprend ce discours et l'amplifie. Et donc, il nous présente 4 moines, essentiellement, qui ne sont pas simplement des moines rigolos, comme chez La Fontaine, mais qui sont vraiment véritablement méchants, mais qui, en même temps qu'ils sont véritablement méchants, sont aussi des théoriciens. Ils argumentent sur le mal qu'ils font. Alors, c'est un des traits du marquis de Sade, c'est que le sadisme, enfin, en tout cas, le sadisme marquis de Sade, ce n'est pas simplement des scènes de cruauté, il y en a plein dedans, mais c'est aussi la justification de la cruauté par les gens qui assènent la cruauté. C'est-à-dire, donc, c'est des gens qui sont extrêmement conscients de ce qu'ils font et qui fondent philosophiquement leur discours sur, au fond, la loi du plus fort. Nous sommes les plus forts, nous cherchons la jouissance, le plaisir. Il n'y a rien sur la terre que le plaisir que je peux vivre ou qu'eux-mêmes peuvent vivre. Et donc, puisque j'ai les moyens de le vivre, je vais le vivre. Et donc, je viens m'opposer radicalement au rousseauisme et aussi au voltairanisme, c'est-à-dire aux grandes philosophies du XVIIIe siècle français. Ils viennent se dresser contre ça. Et donc, effectivement, ils vont être une grande source, ces moines, et ce texte en particulier pour Baudelaire, dont les fleurs du mal, le titre le dit bien, les fleurs du mal, ça sort directement de Sade, c'est-à-dire c'est la beauté même du mal. Et donc, c'est terrible, c'est drôle, et en même temps, c'est beau. Et c'est là que se situe la force de cette littérature de Sade, qui est extraordinaire, c'est que c'est terrible ce dont il parle, c'est drôle, en effet, quelque part, et en même temps, c'est beau. C'est à la fois absolument faux, parce que c'est une fiction, mais on sent bien que c'est absolument vrai,
quelque part, on a tous un peu envie, dans un coin de sa tête, d'être le moine, tous un peu envie peut-être d'être Justine qui est là, ou en tout cas d'avoir un professeur qui nous explique aussi clairement la situation dans laquelle on est. Au fond, c'est un brave homme, ce Raphaël. Évidemment, il va la violer rapidement, mais c'est un brave homme. Enfin, il explique vraiment les choses. Hein, voilà. Il ne ment pas, hein, c'est extrêmement clair. Il est beaucoup plus brave homme que Don Juan dans la pièce de Molière, hein, qui ment aux femmes. Lui, il ne ment pas. C'est terrible. Il est absolument honnête. Hein, c'est terrible. Et donc, une des grandes questions qui a été posée, est-ce qu'un athée peut avoir une morale ? Eh bien, la réponse de Sade, oui, il a une morale de l'honnêteté. Il dit vraiment ce qu'il va faire. C'est pas un hypocrite. Voilà. Et donc, c'est fascinant, à bien des égards. Il est une fillette qui tout louis après sa maison les anges d'amour. Un jour qu'elle est douée, cela que je avant la tout et tout. Après avoir senti le goût, elle me en souriant. Le premier coup me semble lourd, la fin me semble brillant. Je lui dis, vous me tentez, elle me dit, recommencez. Je l'empoigne, je l'embrasse, je la fringue fort. Elle me crie, ne cessez, je lui dis, vous me gâtez. Laissez-moi une petite garce, vous avez grand tort. Alors, dans la situation où vous êtes, comment espériez-vous de vous défendre ? Jetez les yeux sur l'abandon dans lequel vous êtes, et voyez qu'on reprend les mots. Dans la situation où vous êtes, l'abandon dans lequel vous êtes. Dans lequel vous êtes, de votre propre aveu, il ne vous reste ni parents, ni amis, parce qu'elle vient de raconter dans l'église, effectivement, à Raphaël, sa situation, sous le sceau de la confession. Vous savez que si je vais me confesser au moine Raphaël, par exemple, je vais me confesser à Dieu. Mais lui, bien entendu, il récupère les informations pour en tirer quelque chose. Évidemment, ce n'est pas un moine très religieux. Voyez donc votre situation. Voilà donc, pour la deuxième fois, ce mot capital de situation. Dans un désert, donc un désert au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ça ne veut pas nécessairement dire l'Arabie saoudite, mais un endroit où il n'y a rien. Hein, Notre-Dame du désert dans l'Aveyron, c'est juste un endroit où il n'y a rien. Hors de tout secours, ignoré de toute la terre, entre les mains de 4 libertins qui, bien sûrement, n'ont pas envie de vous épargner. À qui donc aurez-vous recours ? Sera-ce un Dieu que vous veniez implorer avec tant de zèle et qui profite de cette ferveur pour vous précipiter un peu plus sûrement dans le piège ? Donc il y a 2 possibilités où on peut demander de l'aide aux hommes, mais les hommes qui sont là, les êtres humains, ce sont 4 libertins dont on n'a rien à entendre, où on peut demander de l'aide à Dieu. Évidemment, quand on est chrétien, on peut espérer faire ça, ou musulman, ou n'importe. Mais pas de chance. Elle est allée dans une église pour demander de l'aide, dans une église qui paraissait sainte et qu'on lui a recommandée. Et là, crac, elle tombe sur Raphaël, qui l'emporte, disons, dans les caves dans lesquelles il va la violer assez rapidement. Donc, vous n'avez d'espoir ni dans Dieu, dans les hommes, ni dans Dieu. Et donc, la lucidité que je vous propose, c'est de vivre avec cette situation qui est là donnée. Donc, c'est un éveilleur de conscience. Et on a un roman d'éducation, pour employer un mot d'une catégorie littéraire bien connue. Un roman d'éducation, elle va apprendre. Et d'ailleurs, elle va apprendre. Vous voyez donc, et ce petit mot « donc » est intéressant, il emploie très fréquemment à la fin du paragraphe, il y a de nouveau « donc ». Plusieurs fois, les « donc » apparaissent. Donc, on a un raisonnement, on va dire, de type un peu cartésien. J'ai dit ça, vous voyez donc. Hein, on avance un petit peu. Vous voyez, vous avez vu, regardez, portez les yeux sur, vous voyez donc. Et donc, il ouvre les yeux à cette jeune femme, avant de lui ouvrir autre chose. Vous voyez donc qu'il n'est aucune puissance, ni humaine, donc c'est les moines, ni divine, qui puisse parvenir à vous retirer de nos mains, qu'il n'y a dans la classe des choses possibles, ni dans celle des miracles, aucune sorte de moyen qui puisse réussir à vous faire conserver plus longtemps cette vertu dont vous êtes si fiers. Alors, la classe des choses possibles, en gros, c'est lui Aristote. Donc, la classe des choses possibles, donc on voit à peu près ce que ça veut dire, mais on voit bien que c'est un vocabulaire philosophique. Il y a la classe, en mathématiques, autrefois, on parlait de l'ensemble A, l'ensemble B, hein, voilà, la classe de ceci, la classe de cela. Donc, la classe des choses possibles, ce sont des choses dont on peut raisonnablement penser qu'elles peuvent arriver. Et la classe des miracles, c'est la classe des choses dont on ne peut pas raisonnablement penser que ça peut arriver, mais ça arrive de temps en temps parce qu'il y a des miracles. Voilà, on est quand même catholique, hein, voilà, d'éducation. Donc, il y a un vocabulaire théologico-philosophique. Le mot miracle vient en gros de l'Évangile et des traductions de l'Évangile. La classe 2, c'est la philosophie aristotélicienne. Et donc, ce moine est parfaitement bien éduqué. C'est un thomiste, c'est-à-dire un disciple de saint Thomas d'Aquin. Vous savez que saint Thomas d'Aquin, c'est ce grand philosophe toulousain, enterré à Deauville ici, qui unifie en même temps le christianisme
et la philosophie d'Aristote. Eh bien, ce moine est un thomiste. C'est-à-dire, voilà, les choses sont comme ça. Alors, pourquoi c'est un thomiste et aristotélicien ? Vous savez, dans la philosophie antique, vous avez deux grandes figures à peu près contemporaines opposées. Vous avez Platon qui nous dit qu'il faut regarder le ciel des idées, il faut regarder vers l'idéal, la femme idéale, la forme idéale, le cercle idéal, etc. Voilà, et de se débarrasser du monde des apparences dans lequel nous sommes pour nous tourner vers les essences, véritablement. Et Aristote dit, mais non, non, mon vieux, on ne va pas faire des mathématiques. On est physicien au sens la phoussis, c'est le souffle, le mélange, etc. On va regarder les choses comme elles sont. Alors, dans le monde, il n'y a pas de cercle, il y a des ronds. Dans le monde, il n'y a pas de sphère idéale. Il y a des patatoïdes, il y a des trucs comme ça, plus ou moins ronds. Il ne fait jamais beau. Le temps est toujours un peu mêlé. Voilà, on fait de la physique, des choses. Les gens ne sont jamais ni bons ni mauvais. Il n'y a pas de bon régime politique. Il y en a qui sont plus ou moins pourris. Bon, ici, vous avez Macron, là, vous avez Poutine, là, vous avez Bush, là, vous avez un autre, etc. Bon, vous pouvez toujours vous dire, là, vous avez les Vénitiens, là, vous avez la démocratie athénienne, là, vous avez les Spartiates, etc. Mais aucun de ces régimes n'est le régime. Simplement, il va falloir considérer la situation. Si vous êtes sous les Spartiates, eh bien, ça va se passer comme ça. Si vous êtes dans la démocratie athénienne, ils sont tous complètement pourris, mais il y a aussi des avantages. Et donc, vous allez bénéficier des avantages. Voilà. Et donc, la philosophie d'Aristote, c'est une philosophie qu'on appelle sublunaire. C'est-à-dire, on est non pas au-dessus de la Lune, mais sous la Lune. On regarde les choses. Et saint Thomas d'Aquin se dit, tiens, on va essayer de réunir effectivement la pensée spirituelle, celle de la théologie chrétienne, avec la pensée d'Aristote. C'est très commode, et donc ça permet de faire des catégories, la somme théologique, et ça permet le cassoulet, Toulouse, enfin, vous voyez, enfin tout ça. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, la pensée médiévale, occidentale, qui est très importante. Et donc, ce moine est un moine pratico-pratique. Il récupère de la théologie le vocabulaire extraordinaire qu'on a chez Pascal, chez saint Thomas, chez saint Augustin et quelques autres, et il récupère de la philosophie un peu pragmatique d'Aristote les catégories. Il appelle ici des classes, véritablement. Et donc, voilà, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Ou vous allez vous en tirer dans la classe des choses possibles. Non, ça ne marche pas. Ou vous allez vous en tirer dans la classe des choses miraculeuses. Ça ne marche pas non plus. Et donc, vous êtes cuite. Il faut maintenant passer à la phrase suivante. Voilà. Vous voulez conserver plus longtemps cette vertu dont vous êtes si fier, qui puisse enfin vous empêcher de devenir dans tous les sens et de toutes les manières imaginables la proie des excès. Alors, la vertu, c'est en principe une valeur en soi. La vertu, la virtus latine, le courage, mais aussi la vertu des femmes, c'est un absolu. On connaît un certain nombre de textes romanesques dans lesquels la vertu de la femme va résister à tout. Par exemple, dans La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, la princesse de Clèves est vertueuse, elle a beau désirer le duc de Nemours, mais elle va rester fidèle à sa vertu jusqu'à la mort, en mourir. Et donc, il y a plus haut que son bonheur même, qui est la vertu. Et donc, on a ce truc un peu fou, voilà, qui est la vertu, voilà, la vertu en soi. On peut se dire, je vais constituer effectivement une morale autour de cette idée de vertu. La vertu des hommes, la vertu des femmes, enfin, pour donner des sens un peu différents. Mais là, on nous suggère que la vertu, c'est juste un trait de fierté, de vanité. Ça n'a pas de valeur en soi. C'est vous qui en êtes fière. Vous, petite idiote, en gros, chère Sophie, vous êtes fière de votre vertu. Mais en soi, elle n'a pas de valeur. Elle n'est juste que par rapport à vous-même, à votre vanité. Donc la vertu n'est qu'une affaire d'amour-propre. Et donc la vertu n'est pas vertueuse. Si la vertu n'est qu'une affaire d'amour-propre, elle est juste un truc, bon, comme d'autres portent des lunettes bleues, vertes ou jaunes, ou ce que vous voulez, d'accord ? La vertu, c'est snob, si vous voulez. Enfin voilà, c'est votre forme de snobisme. Et donc, vous allez y renoncer. Bon, c'est pas si grave que ça, parce que nous allons vous mettre, vous allez venir dans tous les sens. Alors, tous les sens jouent sous tous les sens de tous les sens. Voilà, être mise dessus, le serre derrière, enfin, tout ce que vous voulez. Regardez les films porno et vous aurez des informations. Et voilà, auxquelles nous allons nous abandonner tous les quatre avec vous. Donc, c'est très simple, c'est très clair. Il n'y a pas de mensonge. Ils sont quatre, ils vont agir. Et donc, ce n'est pas Juliette Gréco, déshabillez-moi, c'est déshabillez-vous. Évidemment, déshabillez-vous, c'est un truc qui revient régulièrement dans le Marquis de Sade. Donc, elle est habillée jusqu'à présent. Et donc, il faut qu'elle se déshabille. Donc, il faut qu'elle enlève ce qui est dans l'humain, qui la sépare de la nature, la nudité complète, pour la protéger, en quelque manière, protéger sa vertu et en faire une femme qui appartient à la société. Et donc, déshabillez-vous, il est, dans un premier temps, très gentil. Il invite à se déshabiller. Voilà. C'est un ordre, mais ça va se transformer. Déshabillez-vous, Sophie, et que la résignation la plus entière puisse vous mériter des bontés de notre part. Donc il parle comme le Tartuffe, exactement, c'est-à-dire, mais à la différence du Tartuffe, sans hypocrisie, que la résignation la plus entière, c'est des mots du conseiller religieux, d'accord, du prêtre de l'oratoire que vous pouvez avoir chez vous, qui, à l'instant, sont remplacés par les traitements les plus durs et les plus ignominieux si vous ne vous soumettez pas.
Traitement, alors précision, amplification, développement. Raphaël adore parler, vous voyez, il ne finit pas ses phrases brièvement. Traitement, mais traitement, amplification, traitement qui ne feront que nous irriter davantage sans vous mettre à l'abri de notre intempérance et de nos brutalités. Alors c'est là le charme de la beauté grammaticale de Sade, c'est que vous voyez, il y a toujours des rajouts. Au lieu de faire bref, comme on le demande parfois aux étudiants, en fait, un résumé bref, soyez concis, etc. L'art de la litote, vous voyez, André Gide, etc. Le moine Raphaël, lui, en rajoute toujours un petit peu. Il adore parler. Et donc, c'est notre intempérance, ça ne suffit pas. Et nos brutalités. Traitement, on a compris que c'est un peu cruel, mais traitement, on précise. Voilà, on précise un petit peu. Donc, c'est de l'amplification. Là aussi, un peu comme la musique, on va amplifier plusieurs fois la même chose, on va revenir dessus, et la beauté de la chose, ce sera effectivement ces amplifications qui sont là proposées. Et donc, traitement, brutalité, et on termine sur un mot très dur. Reprise à la première personne du récit général de Sophie, qui s'adresse à une dame en principe pour lui raconter les aventures. Je ne sentais que trop que ce terrible discours ne me laissait aucune ressource. Alors, vous voyez comment là aussi c'est très bien dit, c'est très pudiquement dit. Ce n'est pas la Justine qui plus tard sera affolée, effrayée, à la fois romantique et pornographique. Je ne sentais que trop. C'est une litote pour dire le maximum. C'est le moins pour dire le plus, on va dire. Ce terrible discours ne me laissait aucune ressource, mais n'eusse-je pas été coupable de ne point employer celle que m'indiquait mon cœur et que me laissait encore la nature. Alors, magnifique formule. Donc, il y a effectivement le cœur et la nature. Là, on rejoint deux questions, disons, de la philosophie du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, il y a une ressource que les êtres humains ont, nous dit-on, c'est d'implorer la pitié. Et donc, en effet, quelle que soit la situation dans laquelle elle est, on peut implorer la pitié. Ce que ne fait pas la cigale à l'égard de la fourmi sa voisine dans La cigale et la fourmi de La Fontaine. Elle aurait pu demander pitié. En fait, elle entreprend une négociation. Et peut-être là est son erreur, une de ses erreurs. Mais donc la pitié, c'est effectivement, je demande à l'autre de me reconnaître comme être humain, femme ou homme, dans la situation délicate dans laquelle je suis. Au fond, je demande qu'on reconnaisse mon visage d'humain. C'est la philosophie de Paul Ricoeur. Peut-être je peux espérer que l'autre va reconnaître dans mes larmes le visage d'un homme véritablement. Et donc cela m'est en quelque manière demandé à la fois par mon cœur et par la nature. Le cœur, ici, au sens du cœur sentimental, pas du cœur de Rodrigue avec du cœur. Donc, c'est quelque chose de très important que La Fontaine souligne encore. À qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit. Rien de plus important que le cœur au sens de la charité, de ce qui en moi est du côté de la sensibilité. Mais en même temps, ce cœur s'accorde avec la nature. Alors, ce cœur qui s'accorde avec la nature, ça ne va pas de soi. Parce que la nature, ce n'est pas le cœur. Sade va essayer de montrer que la nature est cruelle. Dans la nature, il y a des loups. Les loups sont des loups. Voilà. Les fourmis sont des fourmis. Voilà. Mais on sait bien, si on a un peu de souvenir du XVIIIe siècle, qu'il y a Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fait l'éloge de la nature avec laquelle il rentre en dialogue avec son cœur. Les leçons de la nature s'accordent aux leçons de son cœur. Et rien ne me rend plus heureux que de faire une action de bon cœur, de charité, qui s'accorde avec la nature. Donc si je donne de l'argent aux pauvres, mon cœur est en quelque sorte heureux, je fais une action selon mon cœur, mais c'est en même temps, je retrouve la nature humaine dont j'ai été éloigné, éventuellement par la société. C'est la société qui m'éloigne de la nature, c'est la société qui détruit le rapport entre le cœur et la nature. Et donc Justine Sophie, réunit en même temps le cœur et la nature et un appel effectivement à la pitié qu'elle doit demander à Raphaël et dont on peut espérer en toute humanité qu'effectivement Raphaël sera atteint de cela. Et bien sûr, ça ne va pas marcher. Je me jette aux pieds de Raphaël, j'emploie toutes les forces de mon âme pour le supplier de ne pas abuser de mon état. Les larmes les plus amères viennent, alors bien hyperbole, viennent inonder ses genoux. Là, je vois très bien encore Jean-Sébastien Bach faire la musique qui accompagnerait cela. Voilà, ça serait terrible, pathétique, douloureux. L'ensemble de l'orgue de Toulouse pourrait nous jouer ces larmes de Juliette sans difficulté. À chaque cantate sans filet, on les entend régulièrement. J'ose essayer en pleurant, mais je ne savais pas encore que les larmes ont un attrait de plus aux yeux du crime et d'Adépoge. Et là, découverte, roman d'éducation. C'est qu'effectivement, si normalement les larmes émeuvent et font reconnaître l'humanité de l'autre, eh bien, ce que ne savait pas et que sait désormais effectivement Justine, c'est que effectivement les larmes, c'est un plaisir de plus pour les cruels. Et donc, bien entendu, ça se renverse complètement. Les larmes ne sont pas une rhétorique efficace. Au contraire, c'est un excitant au désir pour des gens comme Raphaël en particulier. Ici, c'est Justine, plus tard,
qui revient sur le récit, qui l'informe de l'expérience qu'elle a acquise peu à peu, qu'elle n'avait pas encore à ce moment-là, et qui nous dit « J'ai appris par la suite de mes actions que les larmes, ça ne marche pas ». Alors si les larmes ne marchent pas, c'est terrible, parce que je pouvais avoir un espoir dans les autres êtres humains, je l'ai perdu. Je pouvais avoir un espoir dans Dieu, je ne l'ai pas. Je pouvais avoir un espoir en moi-même, en l'efficacité de mes larmes, et les larmes, ça ne marche pas, parce que les larmes, c'est juste sexy pour le type qui est en face. C'est terrible. J'ignorais que tout ce que j'essayais pour émeuvoir ces monstres ne devait réussir qu'à les enflammer. Raphaël se leva avec fureur. 3 points de suspension. Raphaël se leva avec fureur. Alors, c'est assez joli, puisque donc vous avez Raphaël, l'ange, bien sûr, et puis le mot fureur qui vient dire à peu près exactement le contraire. Et donc on passe du discours magnifique de Raphaël à l'action de Antonin. Prenez cette gueuse, Antonin, dit-il en fronçant le sourcil et en la mettant nue à l'instant sous mes yeux. Apprenez-lui que ce n'est pas chez les hommes comme nous que la compassion peut avoir des droits. Et donc on avance dans le roman d'éducation. Chez les hommes comme nous, la compassion n'a pas de droit. Voilà la morale. Voilà, comme une sorte de morale de La Fontaine, comme un conte philosophique. Voilà. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Apprenez que ce n'est pas chez les hommes comme nous que la compassion peut avoir des droits. Donc on apprend dans les fables quelque chose, on a ici un récit qui nous apprend quelque chose, à nous si nous sommes le lecteur, mais à nous si nous sommes aussi Justine, véritablement. Et donc il y a des hommes qui sont absolument insensibles à la compassion. Alors c'est une idée qui est terrible, hein, parce que, on va dire, toute la pensée généreuse, plus ou moins de gauche ou chrétienne, occidentale depuis longtemps, se fonde sur cette idée que la compassion, c'est quelque chose d'unanimement partagé, ou à peu près, que si le migrant, je ne sais pas, le pauvre homme, le mendiant qui vient frapper à ma porte, je vais probablement lui ouvrir la porte, l'aider, ou en tout cas, si je ne l'aide pas, je me sentirai coupable de ne pas l'aider. Mais là, pas du tout. Je lui ferme la porte et je rigole. Eh bien, dansez maintenant. Ah, que c'est drôle, hein, que ça me plaît bien de vous voir souffrir. Antonin me saisit d'un bras sec et nerveux, et entremêlant ses propos et ses actions de jurements effroyables, en 2 minutes, il fit sauter mes vêtements et me met nu aux yeux de l'Assemblée. Donc, accélération, on était un peu dans le modérateur cantabile, et soudain, clac, elle est nue. Pas la peine de faire la description. Bon, on sait ce que c'est qu'une femme nue, hein, voilà. Pas la peine de préciser. Un peu plus loin, on précise qu'elle a des ors, qu'elle est très jolie et tout ça, mais pas la peine de donner des détails. Ce qui est beaucoup plus intéressant que la forme des fesses et des seins de la mademoiselle, c'est ce qu'on va dire les personnages. Ah, voilà une belle créature, dit Jérôme, que le couvent m'écrase si depuis 30 ans, j'en ai vu une plus belle. Alors Jérôme est parfait, hein, donc au lieu de dire que Dieu m'écrase, il va dire que le couvent m'écrase. Bon, il risque pas grand-chose, bon, voilà, il est tranquille. Donc on comprend qu'il est là depuis longtemps, puis ça fait 30 ans qu'il est là et qu'il déshabille les femmes. Et donc une belle créature qui va observer tranquillement, une créature de Dieu, voilà un terme là aussi un peu théologique. Et voilà le gardien qui intervient. Un moment du gardien, mettons un peu de règle à nos procédés. Alors ça c'est le passage humoristique du truc, donc au milieu de ce qui s'annonce comme violent et méchant et terrible, voilà. Eh bien non, il y a de la règle. Les libertins sont réglés. Voilà la grande idée de Sand. Libertin pris dans ce sens, hein, du mot libertin, c'est-à-dire sans aucune limite apparemment. Eh bien, les libertins ne sont pas des gens qui sont des fous, qui font n'importe quoi. Au contraire, il y a des règles précises. Et il va montrer aussi que, en tant que d'autres sont des bandits, tout simplement. Ceux-là sont des bandits, mais d'autres sont plus encore des bandits. Il y a une sorte de loi de la mafia, une loi des groupes très précise, et que la règle est aussi dans les sociétés datées, d'affreux, d'abominables et tout et tout. Et qu'il y a un plaisir vraiment de la règle. Alors on sait bien qu'un groupe littéraire qui s'appelle l'Oulipo a insisté sur la fécondité de la création grâce aux règles. Et on a pu connaître un peu ça de diverses manières. Voilà, moi j'ai proposé à des artistes de travailler avec des règles bien précises et parfois ça les libère un petit peu. Et alors ces libertins connaissent effectivement l'idée qu'il y a une règle et il ne s'agit pas pour eux de faire des partous n'importe quoi. On n'est pas au Cap d'Agde. J'ai jamais été, mais enfin sur les vidéos on voit à peu près. Non, c'est pas une espèce de truc où tout le monde s'accumule dans tous les sens. C'est extrêmement précis, organisé. Il y a des règles et donc on les rappelle. Vous voyez comme à l'académie où j'étais tout à l'heure. Un moment, mettons un peu de règles à nos procédés. Ben oui. Non, les procédés, ils ont une procédure. On commence par ceci, on commence par cela. Alors on dirait, vous savez, ceux qui travaillent dans les entreprises maintenant, il y a toujours des gens qui préparent des systèmes, des procédures pour traiter un dossier de la sécurité sociale ou un système d'enseignement ou la conservation de ceci ou cela. Non, il faut des règles dans les procédés. On voit très bien, voilà. Vous connaissez, mes amis, bien sûr, hein, il y a des amis, nos formules de réception.
Oui, vous connaissez nos formules de réception. Oui, bien sûr. Là, on croirait qu'on est chez Saran, vous savez. Voilà. Vous connaissez vos formules de réception. Bon, il y a le menu, il y a ceci, il y a cela. Bon, c'est extrêmement précis. Donc, c'est atroce. Et puis, c'est très drôle, hein, évidemment. C'est juste décalé. Qu'elles les subissent toutes, sans accepter aucune. Que pendant ce temps-là, ces 3 autres femmes se tiennent autour de nous pour prévenir les besoins ou pour les exciter. Donc, c'est très commode, c'est bien organisé. Il y a 3 autres femmes à poil, dont l'une s'appelle Omphale. Ce sont des adjuvants, voilà, un peu des excitants supplémentaires. Ainsi, on peut espérer avoir un effet intéressant. Aussitôt, un cercle se forme. On dirait qu'on est à la messe ou au bal populaire, peu importe, une organisation, une manif, si vous voulez. Place au milieu. Et là, pendant plus de 2 heures, je suis examiné, considéré, palpé par ces 4 libertins, éprouvant tour à tour de chacun ou des éloges ou des critiques. Et donc, ce sont des experts. Ce sont des experts. Voilà, ils ont du métier, il n'y a pas de doute. Ils font ces 2 activités fondamentales que fait l'esthète, des éloges. Le tableau de Vinci est très beau. Voilà. Au contraire, ceci n'est pas très beau. Critique. Voilà. C'est une activité fondamentale de l'esprit humain. Faire des éloges, dire voilà un beau tableau, ou au contraire ce tableau est plus ou moins raté, ou dire voilà une belle femme, ou au contraire une femme plus ou moins ratée, voilà une belle idée mathématique, ou au contraire une idée plus ou moins ratée, etc. Et donc on sait bien que l'être humain, c'est l'être qui fait à la fois l'éloge et le blâme, qui critique. Et blâme, c'est remplacé ici par un mot meilleur, qui est critique, c'est-à-dire discussion avec l'esprit un peu acéré. Et donc effectivement, ces individus qui sont d'affreux libertins, sont des hommes extrêmement humains, quelque part, puisqu'ils respectent les règles, les procédures, mieux que Macron, je ne sais pas qui, enfin voilà, les gens qui organisent, qui dirigent. Ils sont des esthètes, mieux que moi ou que Michel Brun ou Mitch ou bien d'autres, quand on apporte des appréciations sur des œuvres d'art et qu'on va dire ceci est beau, plus beau, moins beau, etc. Voilà, ce sont donc des êtres humains. Et donc là est le paradoxe. Évidemment, il est très commun de dire que des gens qui s'apprêtent à torturer, à violer, à faire des choses très méchantes sont des barbares, des sauvages et tout et tout. Or non, ce ne sont pas des barbares. Ils parlent. Les barbares, barbaroi en grec, ça veut dire celui qui ne parle pas, qui fait barbaroi, voilà, un truc comme ça. Pas grec, voilà. Donc ce ne sont pas des barbares, ce sont des gens qui parlent bien. Ce sont des gens qui ont des règles, qui ont même des amitiés, qui sont précisées un peu auparavant, et qui non seulement ont des règles des amitiés, mais en plus, eh bien, prennent leur temps, organisent leur temps, ils sont pas pressés, hein, ils ont le temps, ils ont presque l'éternité devant eux, et ils s'adjoignent à cette activité humaine fondamentale qui est l'éloge et le blâme. C'est une des activités où on se sent le plus humain. On va voir une exposition à Paris ou à Toulouse, on va écouter de la musique, on va écouter du Bach ou du Mozart ou qui on veut, on va regarder les belles architectures, ou pas belles, et on va discuter entre nous de la beauté de ce film, on va critiquer ce film, et on sent qu'on est vraiment des êtres humains quand on échange entre nous l'éloge ou la critique, véritablement. Et donc, ces personnages sont parfaits, à dire vrai, sauf sur un point, c'est qu'ils n'ont aucune considération pour Justine, qui la viole, qui la torture, etc. Mais donc, le problème philosophique, c'est comment peut-on être aussi abominable, tout en étant à ce point, disons, de la civilisation humaine parfaite. Éloge, blâme, respect des règles, amitié, art de parler, etc. Donc, véritablement, la philosophie, si on dit que la philosophie, c'est l'art d'apprendre à bien parler, à bien penser, à bien construire des raisonnements, à construire de l'amitié, le De Amicitia de Cicéron, si c'est apprendre à poser des jugements esthétiques, le blâme, l'éloge, etc., à respecter des règles, tout ça, il faut un travail philosophique assez considérable. Les ours dans les Pyrénées n'ont pas vraiment tout ça. Eh bien, la philosophie échoue absolument, parce qu'on pourrait conclure que de tout ce cours de philosophie, de ce travail philosophique, eh bien, il devrait être moraux, bien. Alors, ça me rappelle une de mes amies qui était professeure de philosophie morale, qui s'appelle Katja Krohn, à l'université en Allemagne. Pour préciser, Katja Krohn est, ou était à l'époque, extrêmement jolie. Et elle faisait un cours de philosophie morale à Hambourg. Et là, elle avait dans son cours de philosophie morale, où elle expliquait la morale de Kant, 3 ou 4 types qui avaient l'air très gentils. Et elle leur a expliqué pendant 6 mois la philosophie morale de Kant, c'est-à-dire donc partager le bien, etc. Et à la fin de son cours, ils sont allés faire sauter les tours jumelles. Vous savez, c'était des attentats. Donc elle avait Mohamed Atta et 2 ou 3 de ses copains qui sont tapés pendant quelques mois un cours de philosophie morale kantienne. Et donc elle se posait la question double, qui était, donc j'ai échoué, pédagogiquement j'ai échoué, puisqu'ils ont écouté mon cours, ils venaient se planquer à l'université de Strasbourg, de Hambourg, excusez-moi, dans un cours de philosophie, tout en calculant tous les jours comment ils allaient organiser leurs avions. Et elle avait donc une sorte d'interrogation un peu amusante qui disait, bon, j'ai échoué doublement. J'ai échoué en tant que philosophe,
parce que je ne les ai absolument pas convaincus de quoi que ce soit. Ils ont continué leur plan en dépit de la philosophie de Kant, etc. Et rajouté, j'ai en plus échoué en tant que femme, parce qu'elle était consciente qu'elle était vraiment une très jolie femme, et que donc ils auraient pu quand même lui faire un peu la cour, enfin voilà, aller vers elle, enfin voilà. Et donc j'ai échoué par mon éthique et aussi par mon esthétique, véritablement. Et donc c'est l'échec absolu, Grande Dépression évidemment. Les types sont allés se faire exploser et faire exploser tout le monde. Alors ça réfléchit sur cette question-là un peu par anticipation. C'est pas parce qu'on est cultivé par le bien, qu'on a le sens de la critique, du blâme, etc., qu'on a le sens des convenances, qu'on est extrêmement bien formé, qu'on est parfait, bien sous tout rapport, qu'on a eu toutes les grandes écoles, si vous voulez, de l'époque, qu'on ne peut pas ne pas être le pire des abominables salauds. Et ça pose un vertige de questions. C'est que ça interroge, on va dire, Victor Hugo, pour qui, en gros, quand on ouvre une école, on fait une prison. Mais non, ils sont allés à l'école, mais ils mériteraient largement la prison. Et pire que la prison, ces moines-là. Mais en plus, ils ne sont pas à la prison, tout va bien pour eux. Voilà, c'est ça l'horreur. Et donc, on a quelque chose qui n'est pas simplement, disons, une sorte de roman sexuel fascinant, enfin, tout ce qu'on veut dans ce genre. Voilà. On est sur un texte vraiment philosophique, un conte philosophique qui pose des questions sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'efficacité de la culture, la meilleure. Ces moines-là sont parfaitement cultivés, et on sait bien qu'un certain nombre de SS torturaient des juifs ou autres, et puis écouter du Mozart ou du Bach, peut-être, avec délectation, sans aucun problème, passer de l'un à l'autre, et peut-être maintenant, après avoir parlé avec Ombre Blanche de choses intéressantes, et voilà, je vais aller me saouler abominablement en fouettant je sais pas qui, vous aussi d'ailleurs, enfin voilà, peut-être nous allons maintenant nous livrer à des choses abominables. Alors, voilà pour aujourd'hui, donc, le petit tour que je voulais faire un petit peu. Voilà. Au revoir. In nomine Christi, Amen. C'était Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 11 avril 2023. Il y proposait un nouveau classique au détail consacré à Sade et à son livre Les Infortunes de la Vertu, et plus précisément aux pages 163-165 de l'édition Folio, de Dans la situation où vous êtes jusqu'à Des éloges ou des critiques. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio avec Radio Plus et Radio Terre.